Voici l'Humolift, une application qui a eu l'honneur de figurer parmi les 25 innovations de l'année 2014 dans la sélection annuelle du magazine américain le Time. Pour fonctionner, celle-ci nécessite un capteur qu'il suffit de clipser sur ses vêtements et qui va se charger de constamment surveiller la posture de celui qui le porte. Bien sûr, il fournirait également via l'application un rapport détaillé et en temps réel sur les performances posturales, l'activité physique, les calories dépensées et la capacité à atteindre ses objectifs. Dans la sélection 2015 figurait également un détecteur de présence de gluten dans les aliments, ainsi qu'un autre capteur, cette fois conçu pour récolter tout un tas d'informations sur votre bébé. La mise en avant de tels gadgets dans un magazine aussi influent est un excellent prétexte pour parler du marché du bien-être et pour se situer dans le paysage très varié qu'est celui du monde du développement personnel. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe un vaste marché florissant autour de l'hygiène de vie et de l'équilibre mental. On y trouve une large gamme de produits allant du simple livre à la vidéo, en passant par toutes sortes de gadgets et de techniques de fitness innovantes. Tous ces objets et ces méthodes sont censés nous permettre de trouver le chemin vers le bonheur et l'épanouissement. Ils peuvent aborder la question sous différents angles comme celui de la psychologie, de l'alimentation ou de l'activité physique. À titre d'exemple donc, attardons-nous un peu sur les objets connectés. Tout comme l'Humolift, il en existe de nombreux qui se proposent de chiffrer, analyser et transformer en graphique tout un tas de données sur nos habitudes quotidiennes. Leurs concepteurs mettent en avant le fait de proposer des outils de professionnels aux particuliers à titre préventif, brouillant ainsi la frontière entre bien-être et santé. Mais est-ce vraiment souhaitable ? Eh bien, pas vraiment. Car si l'on ne souffre pas d'une pathologie spécifique qui nécessite un suivi particulier dans un cadre médical, comme un diabète ou une maladie cardiaque, ce type d'outil n'est pas indispensable. Sans oublier qu'il est très difficile de savoir quels usages il sera fait de nos données. À vrai dire, ici, on essaie tout simplement de nous vendre un dispositif que nous avons déjà. Il n'existe pas de smartphone mieux conçu que notre propre cerveau, ni de capteurs plus performants que ceux dont notre corps est déjà bardé. Des outils comme la sensation de soif, de faim, de fatigue ou de douleur sont là pour nous fournir toutes les informations nécessaires concernant nos besoins physiologiques. Nous avons dans le corps divers récepteurs sensoriels chargés de répondre à certains stimuli, comme les variations de température, les changements de luminosité, les vibrations et bien d'autres. Ces stimuli sont transformés en messages nerveux qui, une fois traités par le cerveau, deviennent des perceptions. Il existe plusieurs systèmes, chacun spécialisé dans un type de stimulus. Ce sont les sens. Si tout le monde n'est pas d'accord sur leur nombre, ni sur la façon de les classer, une chose est sûre, c'est qu'il n'y en a pas que 5. Ici, nous nous contenterons de distinguer de façon simplifiée 2 grandes catégories. D'un côté, nous avons les sens dits spécifiques, associés à un organe précis qui rassemble l'ouïe, la vision, le goût, l'odorat et l'équilibre. De l'autre, nous avons la somesthésie. Le toucher en fait partie, ainsi que la nociception, la thermoréception et la proprioception, entre autres. Celle-ci englobe les systèmes sensoriels qui peuvent soit nous renseigner sur l'état interne de notre corps, soit sur l'état de notre environnement par l'intermédiaire du corps. Ces récepteurs se trouvent partout, dans la peau, les tendons, les articulations, les viscères, et recueillent les sensations dites somatiques, ou autrement dit les sensations du corps. En ce qui concerne la proprioception, qui renvoie à la capacité à percevoir les positions des parties du corps dans l'espace, ainsi que leur vitesse et leur direction de déplacement, ces 2 types de récepteurs principaux s'appellent les fuseaux neuromusculaires, présents dans les muscles, et les organes tendineux de Golgi, qui, eux, se trouvent à la jonction musculo-tendineuse. Tous ces récepteurs sont en dialogue constant avec le cerveau via le système nerveux. Ils l'informent de ce qu'ils perçoivent par des messages dits afférents, pour qu'ils puissent éventuellement répondre par un ordre en conséquence. Ce sera le message dit efférent. Nous sommes donc déjà parfaitement équipés. La somesthésie est un bien meilleur dispositif que n'importe quel capteur électronique. Il suffit juste de lui porter attention. Et même si parfois notre capacité à être à l'écoute de ces signaux et à les interpréter peut être déréglée et que voir représenté par un graphique ou un chiffre un type de comportement peut aider à une certaine prise de recul ou une prise de conscience, il ne faut pas prendre ces outils pour des solutions clés en main. En effet, ils sont trop souvent simplistes et ont tendance à proposer des solutions standardisées qui ne se focalisent que sur des symptômes. Ils ne dispensent absolument pas d'un travail de fond. Réapprendre à écouter son corps ou le remuscler,
entamer une démarche introspective d'analyse de la pensée ou des émotions, tout ceci nécessite un travail de longue haleine qui ne peut se résumer à l'achat d'une appli ou d'un livre et à l'application des recommandations qu'ils contiennent. De plus, les causes d'un mal-être peuvent aussi être extérieures. Prendre en compte la façon dont le monde nous influence et comment nous interagissons avec lui est aussi essentiel, sans quoi nous risquons de faire beaucoup d'efforts en vain. Or, influer sur ce type de problème nécessite plus un engagement collectif et politique qu'un exercice de relaxation occasionnel. Pour en revenir à cette histoire de surveillance de la posture, soyons tout de même un peu nuancés et ne rejetons pas tout en bloc. Il est vrai que, dans le fond, mécaniquement parlant, il est plutôt intéressant de faire attention à la façon dont on se tient. La colonne vertébrale est le pilier central du tronc, en plus de protéger la moelle épinière, partie absolument essentielle du système nerveux. Grâce à la mobilité de ses courbes, elle peut résister aux pressions en exerçant un effet ressort. Elles sont au nombre de 4. Il y a les lordoses cervicales et lombaires, qui sont concaves vers l'avant, et les syphoses dorsales et sacrées, concaves vers l'arrière. Entre chaque vertèbre se trouve un disque intervertébral, amortisseur et déformable, constitué d'un noyau de liquide gélatineux entouré d'une succession de couches de tissus fibreux et cartilagineux. Pour rester en bon état, ces disques ont besoin d'être nourris et cela passe par le mouvement. En effet, ils absorbent ce dont ils ont besoin autour d'eux par imbibition, comme des éponges. Solliciter les articulations de son dos de façon variée est un bon moyen de préserver leur santé. Ils ont aussi besoin d'une répartition du poids équitable. C'est sur eux que repose la majeure partie de ce que la colonne doit supporter. Et c'est là qu'une bonne posture devient intéressante, puisque le fait de rechercher un étirement vertical du dos en poussant le haut du crâne vers le haut permet non seulement de mieux respecter les courbes naturelles, mais aussi d'alléger ce poids, et donc de ralentir l'usure. En revanche, ce n'est pas sur cet argument que repose la stratégie marketing de l'application Lumolift. Notons au passage que le rôle du capteur n'est pas de nous expliquer comment mieux nous tenir, mais de nous dire que nous nous tenons mal, au risque de corriger un problème par un autre. Mais alors, sur quoi repose l'argumentaire de vente? Confidence and appearance both start with how you hold yourself. But it can be challenging in our busy, stressful lives to remember to stand tall and sit strong. Il s'agit plutôt d'un critère de représentation. Travailler dur pour projeter une image de soi forte, déterminée et productive assure de mériter réussite sociale, professionnelle et économique, toutes synonymes de bonheur. Lower stress and helps you to become more productive. So keep pushing and Lyft will be with you every step of the way. Bring out the more. Notre vrai moi est supposé à terme finir par coïncider avec cette image simulée et surtout standardisée. Comme si le simple fait de décider d'être heureux, de s'autoproclamer sûr de soi, était une condition suffisante au fait de le devenir vraiment. Cela suppose donc qu'il relève de notre responsabilité de faire ce choix ou non, et que celui qui affronte cette réalité est une bonne personne, que celui qui ne relève pas le défi est une mauvaise personne. L'aspect moralisateur de cette véritable injonction au bonheur ne nous laisse donc pas le choix. Nous devons être heureux et nous devons nous conformer à une certaine idéologie qui attend de nous que nous donnions le meilleur de nous-mêmes tout le temps dans une course effrénée. Et tant pis si cela est en totale contradiction avec le fait de vivre en harmonie ou de devenir soi-même. Être malheureux devient donc une faute morale. Et si malgré tous nos efforts nous n'y arrivons toujours pas, c'est plutôt culpabilité, angoisse et épuisement qui ressortiront de cette quête de développement personnel. Or, pour évoluer, il faut pouvoir faire un bilan sur soi-même honnête et analyser les différents éléments qui constituent notre personnalité de la façon la plus lucide et objective possible. Cela signifie justement qu'une prise de recul est nécessaire par rapport à nos émotions, à nos pensées, nos sensations et nos actes. C'est justement toutes ces dynamiques qui nous composent qu'il s'agit de comprendre et de décrypter dans le but d'agir dessus. Et cela n'est possible qu'à partir du moment où l'on arrête de se juger. Évaluer sa capacité à se conformer à un certain modèle est donc totalement incompatible avec cela. Nous pourrions passer des heures à regarder chaque application, chaque livre, chaque discipline sportive à la mode et voir ce qu'il est bon de garder ou pas. Mais l'important avant tout, c'est de faire appel à son esprit critique. Il est tout à fait possible d'utiliser ces outils, quels qu'ils soient, à condition de garder un œil sur leurs différentes limites techniques, leurs biais idéologiques et les intentions de leurs créateurs. Tout n'est évidemment pas à jeter, ni mis sur le marché pour des raisons discutables. Il suffit de faire un tri et de ne garder que ce qui est pertinent par rapport à une recherche de bien-être personnelle et singulière.
Ces outils peuvent être une source d'aide et d'informations qui viendraient nourrir cette démarche, mais ils ne sont pas la démarche en soi. Procéder par tâtonnement, se donner du temps, accepter de faire des erreurs, voilà qui pourrait être une méthodologie plus saine, plus efficace pour se construire un équilibre durable.